Au sud-ouest de Madagascar, l'unique route goudronnée, la nationale 34, serpente sur des centaines de kilomètres dans un paysage de collines désertiques brûlées par le soleil. Au milieu de ces terres inhospitalières, la route débouche dans une étroite vallée, un oasis de verdure où se niche la petite ville de Miandivaz, totalement isolée et enclavée dans ce Far West malgache. C'est la région des planteurs de tabac, des grands troupeaux de zébus, des chercheurs d'or et des voleurs de bétail. Bonjour, bonjour, monsieur Boucher. Ouais. Ça va? Ça va très bien, oui, merci. Et vous-même? Oh, très bien. Vous êtes ici? Oui, je suis ici là maintenant. Vous êtes le chef de ferme oui, ici? Je vous présente monsieur Alisson, le commandeur de Mouraran en ce moment. C'est un natif d'ici, de Mouraran. Très heureux de vous voir sur ce centre de Mouraran, où j'ai été chef de ferme en 1958. Il y a donc 45 ans de cela. La récolte, là, le plus rapidement. L'histoire commence en Bretagne, fils petit paysan breton du centre Bretagne. Et puis choisissant à l'âge de 13 ans de partir au loin. Et j'ai choisi Madagascar. Pourquoi Madagascar, je ne sais pas, mais c'est en feuilletant une géographie que j'ai dit, bien, c'est à Madagascar que j'irai. Mon but, c'était de faire ma carrière dans le tabac, mais non, je ne pensais pas quand même que j'y passerais ma vie, parce que j'ai fait toute ma carrière dans le tabac, plus d'une quarantaine d'années. Dans les années 50, à l'époque où M. Boucher était chef de ferme, la plantation de Mouraran, qui produit un des meilleurs tabacs du monde, assurait la prospérité de Miandivaz. Le tabac était alors planté par des métayers associés à la ferme et totalement responsables de leur exploitation. Aujourd'hui, ce sont des salariés qui travaillent sur la plantation, et surtout des femmes et des enfants au moment de la récolte, qui demandent un soin méticuleux depuis la cueillette et le tri des feuilles jusqu'au séchage du tabac. C'est un travail exigeant et très pénible dans la région la plus chaude de Madagascar. Monsieur Racoton de Renève est le beau-frère de Monsieur Boucher. C'est un petit planteur indépendant, propriétaire de 3 hectares de terre, qui produisent un peu moins de 6 tonnes de tabac sec. Le prix varie du simple au triple, selon la qualité des feuilles et l'appréciation des experts. Bonjour Aimé, ça va? Oui, ça va. Je ne comprends pas bien pourquoi tu resserres les feuilles sur la golette, là. Pourquoi tu ne laisses pas la golette sur toute sa longueur, là? Et pour ne pas prendre trop de place. Je ne comprends pas très bien, mais tu dis que c'est pour gagner de la place, mais en fait, je crois que c'est pas la bonne méthode. Hein. On devrait laisser l'étendue telle qu'elle est dans toute sa longueur. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu faire, hein, tout le temps. Hein. Et puis les autres... Combien il y a de guirlandes là? Ils ne comptent pas les guirlandes apparemment. Là. Combien là? Ben, il ne sait pas. Il faut compter au fur et à mesure.
Oui, j'étais affecté ici comme chef de ferme. Puis j'ai travaillé en allant de cheval, on a 2 ans. Puis je me suis dit, comme je connais déjà le tabac, pourquoi ne pas faire à mon compte? Pourquoi toujours travailler pour les autres? Puis j'ai fait à mon compte. Ça vous a pas inquiété qu'il se mette à son compte? Ah non, parce que je savais il pourrait faire. Oui, c'est un peu difficile parce que nous devons amener notre tabac pour vendre à Majanga. Nous devons payer les frais de transport d'ici jusqu'à Majanga à nos charges. Et c'est à 1070 km d'ici. Oui. Et ça représente bien sûr des frais de transport très lourds, de frais de transport du tabac, puis des frais de déplacement pour le petit planteur qui sont également importants. L'année dernière, on a payé 1010 francs par kilo. Et le problème aussi, c'est que arrivé là-bas, il se peut qu'on attend 2-3 jours pour passer son agréage. On est obligé de rester toujours sur place. Et 10 jours même que tu es resté oui. là-bas. Puis après l'agréage aussi, pour attendre le chèque, il faut aussi 2-3 jours. Quelquefois même 10 jours, comme les grands chefs partent en tournée, il faut les attendre pour signer le chèque. On peut dire, quand on entend la famille, là, que ça laisse un peu perplexe. On se pose un peu de questions. Je ne vois pas bien. Avant, on pourrait avoir dans les 5 millions par hectare. 5 millions net. 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 Ouais. Ça veut dire c'est 5000 francs français, quoi, à peu près, à l'hectare. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais en général, ça a diminué de 30%. Ouais. C'est un peu... c'est pas encourageant du tout. Jusqu'à ces dernières années, le tabac était transporté sur le fleuve Tsiribine jusqu'au port de Bello-sur-Tsiribine, où il était négocié puis exporté. C'était déjà une longue aventure pour les petits planteurs de Miandrivaz. 3 jours de navigation à l'aller, 6 jours au retour à travers les gorges du Bémara et ses forêts primaires. Cela laissait au moins le temps d'admirer et de se recueillir dans ces lieux mythiques où les rois Sakalaves se sont réfugiés pendant des siècles pour résister aux invasions des tribus rivales, puis à la colonisation française au début du siècle. Aujourd'hui, le fleuve ensablé n'est plus navigable une bonne partie de l'année et les barges à tabac sont abandonnées dans le port de Miandrivaz. Les ouvrières de la ferme sont payées à la tâche. 7 800 francs malgaches par jour, soit 1,20 € pour 125 kg de tabac cueilli, trié et enfilé sur les gaulettes, ces tiges de bambou qui servent au séchage des feuilles. Beaucoup d'enfants viennent travailler avec leur mère pour les aider à réaliser leur quota journalier. C'est ici ma maison quand je suis arrivé pour prendre la direction de la plantation.
On y voit encore des meubles. Ça fait vraiment un souvenir et je suis assez ému de revoir cette maison et un petit pincement au cœur de voir ces meubles autrefois bien ordonnés et qui se trouvent là un peu à l'abandon. C'est tout à fait magnifique là, cette ferme, mais maintenant c'était quand même un peu délaissé. Mais quand on avait discuté un peu avec monsieur Aubaucher, quand il était ici en 58, c'est vraiment une ferme tout à fait calme. Les gens ont bien travaillé, tout ça. Mais en ce moment, ça a beaucoup changé. Donc, on est un peu perturbé par des malfaiteurs, des dalles, tout ça. Mais cette affaire donc reste, c'est une affaire de l'État, quoi. C'est d'ici ma case, j'ai obligé de quitter ici à cause du dehors là. Tout ce que vous voyez là, ce sont des coupes de haches là qu'ils ont fallu me tuer là-dedans là. Oh, ils ont mis du feu ici là. Dès fois qu'il met du feu ici pour éclaircir ma case là, il veut mes familles qui sont tous par là, il dit que va-t'en tout de suite là. Dès fois que ma famille tout est ressorti de ma case là, il se met comme ça il me fuit comme ça là. Et il prend une ligne de mire comme ça pour me fusiller. À ce moment-là, j'étais en bas de ma lit là. Il dit qu'il faut enlever le tout. Viens. Il s'écoule tous mes armoires. Il fait comme ça. Ce sont des merdes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bouquins tout simplement qu'ils ont mis dans leur armoire là. Oh, où est leur voule? Ils ont tous amené et ils ramassent toutes mes assiettes, mes marmites. Il dit que tout ça, il est déjà mort parce que les sang s'écoule comme ça. Ça rentre ici et se ressort ici. Et il en a une petite cicatrice qui était à côté de mon poitrine. Là. C'est ça notre vie. C'est pour cela que je suis inquiet un peu sur mon travail, là, sur le tabac, là, parce que si ça continue, j'en arrive à finir tout ça. Pour amener du monde au Baïbou, trop dangereux parce que les terroristes, ça arrive tout le temps. Parce que la semaine dernière, il y a encore des attaques successives dans notre quartier. Là. Ils ont mis du feu sur le toit d'une case en Boujac, là, et tout est brûlé là-dedans. Ils ont mené leur obus. Ils traversent le fleuve de Madjil. Après, dès fois qu'ils traversent le fleuve de Madjil, ils sont tous contents parce qu'il est déjà libre. Parce que ce sont des terres isolées là-bas. Ils partent vers l'ouest là. Parce que tous les bœufs volés d'ici, ils les livrent en Tsourmandi direct. D'à côté de Tananarive là. Avant de coucher des soleil, ici on bouffe le soir, c'était à 17h. À partir de 17h, chacun prend leur place dans la forêt, mais non pas dans la cage. On dort en pleine forêt, parce qu'on a peur de l'attaque là. Dans cette société paysanne, meurtrie depuis des décennies par la misère et la précarité de l'existence, le respect des traditions et des cultes demeure le fondement essentiel de la cohésion sociale, en particulier le culte des morts, auquel personne ne déroge. C'est pour honorer les ancêtres que la famille de M. Beuchet se réunit tous les 10 ans et invite les habitants du village à la cérémonie du Famandienne. 2 jours de fête qui rassemblent des centaines de personnes pour danser, manger et retourner les morts.
signes dans le tombeau même ou près du tombeau, qui en fait c'était les morts des tombeaux qui demandaient à ce qu'il y ait donc ce Famadian cette année. Le Panange, une espèce de voyant, quoi. Lui, il a dit ce sont les meilleurs jours. Les meilleurs, on commence le jeudi, on entre le jeudi, on continue la fête jusqu'au 27. Le vendredi, ce sera la fête, le festin, quoi. On mange, on danse la nuit. Et puis le samedi, on fait le retournement des morts. Normalement, ça devait se faire. Ça se fait tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Et c'était un peu en retard de 2 ans, je crois. Ça a été oublié. Fait en 2001, non, ça n'a pas été oublié. Ça n'a pas été oublié, mais il y avait eu, je ne sais pas, déjà un mort. Oui, un mort. Et comme il y a un mort qu'on fait entrer dans un tombeau, on ne doit pas ouvrir le tombeau quand c'est tout récent. Oui, le dernier mort, il est dans un autre tombeau. C'est en Sirabé, ici d'ailleurs, et nous allons le ramener là-bas pour la cérémonie, là, et il va rentrer dans le tombeau. Au cours de cette cérémonie, dite du retournement des morts, les dépouilles sont sorties du tombeau pour être exhibées et fêtées. On leur parle, on leur adresse des prières, puis on les enveloppe dans un nouveau tissu de soie, le lambamena, avant de les faire danser jusqu'au retour dans leur tombeau, où ils attendront 10 ans le prochain Famandian. Le Malgache, il est persuadé que les ancêtres, ils ont le pouvoir de bénir leurs descendants et aussi ils servent d'intermédiaires entre Dieu et les vivants. Durant les cérémonies de retournement de mort, les descendants demandent la bénédiction des ancêtres et aussi la bénédiction de Dieu, mais par l'intermédiaire des ancêtres. Même si on peut dire des reliques, on tient toujours à les habiller. Et qu'il ne soit pas que leur poussière ne tombe pas par terre. On veut tout conserver. Les Occidentaux, nous Occidentaux, on aurait des leçons à prendre ici pour le respect justement de ceux qui ne sont plus, de ceux qui disparaissent. Je participe entièrement et pleinement à la cérémonie.
On est sur la culture indépendante. Ils ont travaillé en famille. Là, c'est mon beau-frère. Là, c'est ma soeur. Ça, c'est ma tantine et ma mère. On travaille en groupe, en famille. Là. Et tous ces gens-là, ce sont la fille et la fille de mon beau-frère. Là. Et ça rapporte quelque chose à lui parce qu'on travaille en famille comme ça, on a toujours un petit gain là-dessus. Là. Parce qu'on peut les demander que jamais dit tout le monde va travailler avec moi. À ce moment-là, toute la famille fait la participation des travaux là-dessus. Beaucoup de jeunes rêvent d'un avenir meilleur, loin de cette petite vallée perdue au milieu du désert. Et certains d'entre eux se laissent prendre au mirage de l'or, qui les attire dans la petite ville voisine de Dabelav, bâtie par les premiers pionniers de la ruée vers l'or. Ça, c'est de l'or de Dabelav. La commune de Dabelav compte actuellement 11 000 habitants. Et sur ces 11 000 habitants, 95% vivent de l'or. C'est-à-dire que 95% de la population exploite de l'or dans toute la commune. Ils viennent ici à cause de la renommée de l'existence de l'or à Dabelav. Ils viennent pour chercher de la richesse. On ne sait pas, ils n'en trouvent pas, on voit maintenant qu'ils n'en trouvent pas. Mais actuellement, l'or est presque taré. On n'arrive plus dans toute la commune à exploiter qu'environ 50 à 70 grammes par semaine. C'est-à-dire que l'exploitation est actuellement très très faible. Et la population en ce moment est très, très pauvre. Mais il continue à venir. D'autres partent, d'autres viennent. Le travail est très dur et il faut creuser un tunnel très très profond. La profondeur atteint souvent 40 à 50 mètres. Il utilise du bois de chauffage. Il chauffe les pierres et les pierres chauffées s'éclatent et il ramasse les brisures des pierres. En 1988, j'étais sur l'or. Le travail de l'or, c'est un peu dur là. Et t'as fait fortune là-bas? T'as pas fait fortune? Oui. T'as gagné? Et on a gagné un peu là. Mais à ce moment-là, l'or coûte 14 à 15 000 francs le gramme. Et t'as fait ça combien de temps? Dans 5 mois par là. C'était trop dur, c'était... C'est pour cela que j'ai quitté totalement. Vaut mieux qu'on va travailler sur le sol, d'exploiter, de faire quelques cultures vivrières, des maïs, des arachides comme ça. Là. Beaucoup de jeunes quitteront encore la vallée du tabac dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais ceux qui restent, comme ceux qui reviennent, ont le même désir profond de vivre dignement de leur travail sur la terre de leurs ancêtres.
Lang pagdagi dale,